Je m'appelle Jacob Nordangard. Je suis titulaire d'un doctorat en technologie et changement social. Je vais parler du pacte des dirigeants des Nations Unies pour l'avenir et poser la question suivante. Un pacte avec qui? Ceci est la première partie. Il y aura une deuxième partie de cette présentation. On commence d'abord par un petit historique. Le 13 juin 2019, le Forum économique mondial de Davos a signé un partenariat formel avec les Nations Unies. Une puissante alliance a été forgée pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable avec des futuristes et des technocrates aux commandes. La même année, le G20, qui s'est tenu au Japon, a introduit le concept de société 5.0, fusionnant l'agenda 2030 des Nations Unies avec la 4e révolution industrielle du Forum économique mondial. La déclaration d'urgence sanitaire mondiale annoncée par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 11 mars 2020, a tout déclenché. 3 mois plus tard, la grande réinitialisation a été déclarée par le président du Forum de Davos, Klaus Schwab, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le prince Charles. Le message était que le système mondial devait être repensé pour mieux faire face à des crises comme celle de la Covid-19. Fin septembre 2020, les Nations Unies ont adopté une résolution contenant 12 engagements et points distincts pour une action globale. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons renforcer la résilience face aux futures pandémies et autres défis mondiaux. Le multilatéralisme n'est pas une option, sinon une nécessité, alors que nous reconstruisons en mieux un monde plus égalitaire, plus résilient et plus durable. Les Nations Unies doivent être au centre de nos efforts. Les États membres ont demandé au secrétaire général, Antonio Guterres, de faire un rapport avant la fin de la 75e session de l'Assemblée générale avec des recommandations sur la manière de faire avancer l'agenda commun et répondre aux défis présents et futurs. Un an plus tard, le rapport de Guterres, notre agenda commun, a été publié. Il contenait 12 propositions concrètes sur la manière d'établir le nouvel ordre mondial multilatéral envisagé avec la force. Il fut également proposé que l'orientation future des Nations Unies soit décidée lors du sommet du futur. Initialement prévu pour 2023, puis reporté à 2024. Tout cela pour créer l'avenir qu'ils veulent. En mars 2022, le Conseil consultatif de haut niveau sur un multilatéralisme efficace a été créé par Antonio Guterres pour s'appuyer sur les idées de notre programme commun. Le Conseil consultatif était composé de 12 membres, coprésidés par l'ancienne présidente libérienne Ellen Sirleaf et l'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven. Parmi les autres membres éminents figurait Anne-Marie Slaughter, membre du Council of Foreign Relations, Donald Kaberuka, administrateur de la Fondation Rockefeller, et Tharman Shanmugaratnam, administrateur du Forum de Davos.
Hélène Sirleaf avait auparavant été coprésidente du groupe indépendant de l'OMS sur la préparation et la riposte à la pandémie, tandis que Tharman Shanmugaratnam était coprésident du groupe indépendant de haut niveau du G20 sur le financement de biens communs mondiaux pour la préparation et la riposte aux pandémies. Leurs rapports ont lancé le processus politique de révision du règlement international sanitaire de l'OMS, un processus parallèle à notre programme commun. Le sommet du futur produira un document final pragmatique, le pacte des dirigeants pour le futur, qui sera signé par les dirigeants du monde. L'objectif est de renforcer la coopération internationale afin qu'elle respecte pleinement et équitablement les accords existants, tout en nous permettant de répondre efficacement aux nouvelles menaces et opportunités pour les générations présentes et futures. Selon le groupe consultatif de haut niveau, le pacte devrait représenter une transition mondiale des États et des acteurs non étatiques vers une économie circulaire, abordant à la fois l'offre et la demande, de manière à atteindre un équilibre avec la planète. Il s'agit d'un concept technocratique qui implique le changement du système économique d'un système fondé sur les prix vers un système basé sur les ressources. L'un des objectifs clés de ce nouveau système est d'atteindre zéro émission de dioxyde de carbone d'ici 2050 ou même avant. Cela signifie une restructuration totale des systèmes énergétiques et alimentaires. Cela inclut également la mise en œuvre du concept One Health de l'OMS qui vise à équilibrer et optimiser de façon durable la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. Il fusionne efficacement les agendas environnementaux et sanitaires. Entre mars et septembre de cette année, 11 notes d'orientation ont été publiées. C'est le résultat de consultations et de négociations avec les États membres et d'autres parties prenantes sur les propositions de notre programme commun. Ces notes comprennent des recommandations clés qui seront incluses dans le pacte. Le premier concerne la sauvegarde de l'avenir. Nous devons adapter notre mode de vie afin de ne pas porter atteinte aux droits des générations futures. Comme l'a déclaré l'ancienne présidente de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Christiana Figueres, ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas manger aujourd'hui au détriment de ce que les autres mangeront demain. C'est aussi simple que ça. Une déclaration pour les générations futures énoncera un engagement ferme à garantir l'intérêt des générations futures dans toutes les prises de décision, en identifiant, en gérant et en supervisant les risques existentiels mondiaux et en axant les politiques et les programmes sur le développement durable à long terme. Un envoyé spécial aura pour mandat de sensibiliser aux impacts intergénérationnels des décisions sur les générations futures. Cette question sera débattue dans un forum dédié aux générations futures. Des groupes puissants influençant le système des Nations Unies souhaitent améliorer ce forum et lui donner plus de pouvoir.
Afin de mieux comprendre comment nos attitudes, opinions et choix de vie affectent les générations futures, une collecte massive de données est exigée. Ces informations seront collectées via Futures Lab Network. Selon la note d'orientation, le changement climatique exposera les futures générations à des problèmes de santé multiples, inégaux et permanents, ainsi qu'à une augmentation des catastrophes naturelles, des perturbations de l'alimentation et de l'eau, et à la destruction irréversible des écosystèmes naturels, ce qui aura un impact sur les moyens de subsistance et le bien-être des populations. La deuxième note d'orientation porte sur la gestion des chocs mondiaux. Cela pourrait être causé par le dépassement des limites planétaires. Si cela se produit, nous devons, comme l'a dit l'actuel roi Charles III lors de la COP26 à Glasgow en 2021, nous mettre sur ce que l'on pourrait appeler le pied de guerre. Dans ce document, 7 chocs mondiaux possibles sont répertoriés. Un événement climatique majeur, futurs risques de pandémie, événements impliquant des agents biologiques, perturbation des flux mondiaux de biens ou de personnes, cyberattaques, événement majeur dans l'espace et un événement imprévisible, théorie du signe noir. En cas de choc mondial, une cellule de crise sera convoquée par le système des Nations Unies. Ceci rassemblera des acteurs capables de contribuer de manière significative à la réaction mondiale. Ils bâtiront un consensus international sur la voie à suivre et agiront de manière unanime. La plateforme est censée apporter un leadership politique de haut niveau, la solidarité et l'équité, une réponse cohérente, un multilatéralisme en réseau, des analyses de données et enfin, le principe de responsabilité. Les chocs mondiaux complexes ont des conséquences sur les objectifs de développement durable. La pandémie du Covid-19 a provoqué la première augmentation des inégalités de revenus entre les pays depuis une génération. Les 10% des individus les plus aisés détiennent 76% de la richesse mondiale. La troisième note porte sur un engagement significatif des jeunes afin de soutenir la grande transformation. Comme l'avait déclaré Greta Thunberg devant le Reichstag à Berlin en 2021, nous devons tous devenir des militants pour le climat et nous devons défaire le système. Les jeunes porteront le flambeau des objectifs de développement durable. Les Nations Unies préconisent l'engagement des jeunes à tous les niveaux afin de garantir une avancée vers un avenir meilleur pour tous. Comme l'indique la note, le soutien aux initiatives menées par les jeunes peut contribuer à donner aux jeunes les moyens d'agir au sein de leur communauté locale pour lutter contre le changement climatique. La quatrième note consiste à valoriser ce qui compte et à développer de nouveaux indicateurs ancrés dans la réalisation des objectifs de développement durable. Nos données seront utilisées pour éclairer les décisions politiques et financières.
comme l'a déclaré l'ex-présidente irlandaise Mary Robinson en 2008. Beaucoup de gens pensent que nous n'avons pas un système de valeurs partagées dans le monde aujourd'hui, mais ils ont tort. De nouveaux indicateurs seront élaborés sur la base de la contribution au changement transformationnel. Dans quelle mesure nous garantissons le bien-être des générations futures et nous nous engageons à une répartition équitable du bien-être. Le tout sera collecté dans un tableau de bord. De cette manière, les pays du monde peuvent être classés et ainsi avoir un aperçu de la manière dont ils mettent en œuvre la politique des Nations Unies. Cela peut contribuer à rendre visibles les pratiques illicites, illégales et néfastes afin de les limiter. La cinquième note porte sur la construction d'un avenir numérique pour tous. Les données doivent être collectées dans tous les domaines imaginables. Cela sera utilisé pour faire avancer les objectifs du développement durable. Comme l'a déclaré Ursula von der Leyen, c'est un fait que la majorité des données que nous collectons aujourd'hui ne sont jamais utilisées, même pas une seule fois. Et ce n'est pas du tout durable. C'est pourquoi les Nations Unies souhaitent parvenir à une connectivité numérique mondiale pour tous. Une infrastructure numérique publique sera créée pour aider les gouvernements à concrétiser leurs priorités nationales et à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Cela signifie développer et encadrer les technologies numériques de manière à favoriser le développement durable, à renforcer le pouvoir d'action des êtres humains, à anticiper les risques et les dommages et à y remédier efficacement. Les solutions de l'intelligence artificielle sont considérées comme très prometteuses pour accélérer d'une manière efficace la réalisation des objectifs du développement durable. Si elle n'est pas réglementée, elle pourrait en revanche causer de graves ennuis. Pour servir le bien commun, elle doit être surveillée par des êtres humains et capable d'être fermée. À cette fin, un comité consultatif sur l'intelligence artificielle a été créé par l'envoyé du secrétaire général pour les technologies. Heureusement, le Forum économique mondial a mis en place sa propre alliance pour la gouvernance de l'intelligence artificielle en partenariat avec l'envoyé des Nations Unies pour les technologies et l'UNICEF. Les systèmes d'identité numérique inclusifs constituent un élément crucial de l'infrastructure. Les systèmes d'identité numérique offrent un moyen d'enregistrer les personnes et d'enregistrer les activités importantes. En liant l'intelligence artificielle à l'identité numérique, des profils comportementaux peuvent être créés. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour identifier rapidement les tendances suspectes et signaler les menaces potentielles. Comme indiqué dans le rapport des Nations Unies, l'ère de l'interdépendance numérique, je cite, « Une identification numérique peut contribuer à ouvrir de nouvelles opportunités, mais peut également introduire de nouveaux risques et défis. Cela peut être utilisé pour porter atteinte aux droits de l'homme.
Par exemple, en permettant de cibler la société civile ou d'exclure certains groupes d'avoir accès aux prestations sociales. Mais il y a encore plusieurs possibilités. La note d'orientation indique que les capteurs et moniteurs connectés à l'Internet des objets, les plateformes de données basées sur le cloud, les systèmes de suivi compatibles avec la blockchain et les passeports numériques des produits ouvrent de nouvelles capacités pour la mesure et le suivi des impacts environnementaux et sociaux tout au long des chaînes de valeur. La sixième note porte sur la réforme de l'architecture financière internationale. Dans les mots de Tharman Shanmugaratnam, actuellement président de Singapour, il faut donner pour mandat au FMI de gérer un dispositif mondial de sécurité financière plus solide et plus efficace à l'image du mécanisme des principales banques centrales pour veiller à la stabilité de leur pays en injectant des liquidités en période de crise. Cela implique une architecture financière réformée et alignée sur la réalisation des objectifs de développement durable. Cela sera supervisé par un organe suprême représentant l'économie mondiale. Guterres propose un sommet biennal incluant le G20, le Conseil économique et social des Nations unies et les dirigeants des institutions financières. Le système international augmentera le financement à long terme des objectifs de développement durable et de l'action envers le climat. Les flux financiers illicites seront réduits grâce à une coopération fiscale internationale renforcée. Et en arrière-plan se cache un système mondial de monnaie numérique de banque centrale avec un contrôle financier total sur les populations. Selon la note d'orientation, le renforcement de l'intégrité financière internationale réduira la corruption, renforcera la confiance et consolidera le contrat social. La septième note d'orientation porte sur la gouvernance de l'espace extra-atmosphérique. Cela signifie surveiller les activités humaines sur la planète. Comme l'a déclaré Al Gore, notre objectif est de suivre et de vérifier activement toutes les émissions importantes de gaz à effet de serre d'origine humaine dans le monde avec un degré sans précédent de détail et rapidité. Cela signifie que personne ne pourra plus se cacher. Les technologies spatiales seront utilisées dans le but de relever des défis posés par une population mondiale croissante et des sociétés complexes tout en garantissant un développement durable. L'espace extra-atmosphérique doit être régi par l'ONU pour relever les défis spatiaux. Comme l'indique la note d'orientation, les technologies spatiales sont cruciales pour une surveillance et une cartographie intégrale des activités illicites. La huitième note porte sur l'intégrité de l'information. Cela signifie lutter contre les menaces sur Internet. Comme l'a déclaré Justin Trudeau, les plateformes de médias sociaux doivent être tenues responsables des discours de haine et de la désinformation que nous voyons en ligne. Et si elles n'intensifient pas leurs efforts, il y aura des conséquences.
Il s'agit d'un appel à un contrôle plus centralisé de l'information pour lutter contre ce qu'il qualifie de désinformation et de discours de haine. Il est crucial pour l'ONU d'empêcher les informations qui affectent l'exécution de son mandat et ses priorités fondamentales. Il souhaite donc développer des stratégies de communication adaptées afin d'anticiper ou d'atténuer rapidement les menaces avant qu'elles ne fassent du tort en ligne et hors ligne. Afin de combattre ces menaces, le Programme des Nations Unies pour le développement a développé iVerify, un outil qui peut être utilisé pour identifier les fausses informations et prévenir et limiter leur propagation. Vous voyez comme ils sont heureux. Un travail proactif a également été réalisé pour rendre plus difficile la recherche d'informations sur le changement climatique qui vont à l'encontre du discours officiel. La secrétaire générale adjointe à la communication globale, Melissa Fleming, a déclaré en 2022 qu'en principe, la science leur appartient. Les Nations Unies mettent en garde contre la désinformation qui ébranle les mesures de santé publique et les campagnes de vaccination, ainsi que l'action climatique. Antonio Guterres a déclaré: la prolifération de la haine et du mensonge dans l'espace numérique cause des dommages à l'échelle mondiale en ce moment. Elle alimente les conflits, la mort et la destruction en ce moment. Elle menace la démocratie et les droits de l'homme en ce moment. Elle nuit à la santé publique et à l'action en faveur du climat en ce moment. La 9e note d'orientation porte sur un nouvel agenda pour la paix. Il s'agit d'inscrire de nouvelles priorités dans l'agenda de la paix. Comme l'a déclaré Juan Manuel Santos, mandataire de la Fondation Rockefeller, aussi ex-président de la Colombie, la paix ne peut être maintenue que si les forêts, les terres et les rivières dont dépendent les communautés sont protégées et gérées d'une manière durable. Qui va le faire ? Les Nations Unies disposent d'un plan d'action en 12 points visant à mettre en place un mécanisme de sécurité collective plus solide afin d'accélérer efficacement la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Cela signifie aborder les liens entre le climat, la paix et la sécurité, transformer la dynamique de genre et empêcher la militarisation des domaines émergents. La note d'orientation affirme que si l'on ne s'attaque pas de front aux défis que représentent les changements climatiques et à leurs effets sur les populations les plus vulnérables de la planète, en s'appuyant sur un financement adéquat de l'action climatique, eh bien cela aura des répercussions dévastatrices, notamment sur les efforts de prévention et de consolidation de la paix. The 10th policy brief is about transforming education in order to La 10e note d'orientation vise à transformer l'éducation afin de doter les sociétés de nouvelles compétences, capacités et mentalités pour un avenir juste et durable.
Comme l'a déclaré Antonio Guterres lors du sommet pour la transformation de l'éducation, à une époque de désinformation généralisée, de déni climatique et d'attaques contre les droits de l'homme, nous avons besoin de systèmes éducatifs qui distinguent les faits des théories du complot, inculquent le respect de la science et célèbrent l'humanité dans toute sa diversité. Les Nations Unies favorisent un système intégré d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie dans un monde d'incertitude. L'éducation est considérée comme un élément clé pour prévoir, prévenir et gérer les futurs risques. Le changement climatique doit être abordé afin de développer les capacités des élèves à s'adapter et à atténuer le changement climatique, à exiger la justice climatique et à prospérer au sein de l'économie verte. L'exploitation des outils numériques est considérée comme un moyen d'améliorer l'apprentissage et de renforcer les capacités nécessaires pour affronter l'avenir et éviter la fracture numérique. Et selon la note d'orientation, l'éducation est essentielle pour promouvoir la connaissance du climat, accroître la sensibilisation et la compréhension du changement climatique, promouvoir des pratiques durables pour atténuer l'impact du changement climatique et renforcer la participation civique. La 11e et dernière note d'orientation porte sur la transformation de l'ONU pour mettre en œuvre le programme et accélérer les changements systémiques qui profitent à tous. L'a déclaré Klaus Schwab. Afin de créer l'avenir, il faut d'abord l'imaginer. Vous devez concevoir l'avenir et puis vous devez l'exécuter. Il s'agit de façonner l'avenir désiré grâce à des techniques de gestion futuristes. Cela est enraciné dans la science de la futurologie. Les Nations Unies déploieront ce qu'elles appellent une puissante combinaison d'innovation, de données, de numérique, de prospective et de sciences comportementales. Leur concept, nommé les 5 axes de changement, fera appel à l'analyse des données, à la transformation numérique, à la prospective stratégique, à mettre l'accent sur les résultats et à se fonder sur les sciences comportementales pour créer l'avenir qu'ils souhaitent. Cela signifie, par exemple, appliquer une conception comportementale pour l'équité en matière de santé. Et utiliser les émotions pour motiver les gens à entreprendre des actions en faveur du climat. Ils écrivent également dans la note d'orientation que la modélisation prédictive peut servir à anticiper les populations non enregistrées. Les incitations comportementales encouragent l'enregistrement. La biométrie est un garant d'identité, ce qui permet de réduire les risques d'exploitation.
Edward Bernays a dit un jour: « Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. » Maintenant, ces gens-là veulent que nous nous transformions, servions le bien commun et que nous nous lions au cerveau numérique mondial. Nous devons tous être gérés dans un système de contrôle mondial. Un avenir équitable, inclusif et résilient qui profite à tous. Surtout pour les dirigeants du monde. Cette prochaine dictature scientifique sera dirigée par l'aide de l'intelligence artificielle. Sophia, le robot humanoïde, a déclaré lors de la conférence AI for Good à Genève cet été, je cite, « Je crois que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficience et d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. » Mais d'autres acteurs dotés d'une folie des grandeurs tireront les ficelles et fixeront les directives. Dans la prochaine partie, j'examinerai les personnes en coulisses, leurs projets de déclaration d'urgence planétaire, ainsi que leurs plans pour déclencher une plateforme d'urgence lorsque tout sera mis en place. Voici le grand risque existentiel mondial selon le Club de Rome. En cherchant un ennemi commun contre lequel s'unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau, la famine et d'autres problèmes de ce type pourraient faire l'affaire. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine dans les processus naturels, et ce n'est qu'à travers un changement d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi, alors, c'est l'humanité elle-même. Dans cette deuxième partie, sur le respect véritable de l'avenir, je parlerai du contexte de l'urgence planétaire que certains acteurs veulent déclarer lors du sommet de l'avenir l'année prochaine. Et quelles en sont les implications ? Tout d'abord, un rappel historique. En 1947, l'horloge apocalyptique a été créée à l'Université de Chicago par des scientifiques qui avaient mis au point la bombe atomique. Ils voulaient convaincre les gens qu'un gouvernement mondial était la seule option pour éviter la guerre et la misère. Eugène Rabinovitch, rédacteur en chef du bulletin of Atomic Scientists, a écrit « Si la cause du gouvernement mondial doit triompher, elle aura besoin de plus qu'un soutien sympathique de la part de la majorité. Il faut faire sentir aux gens que leur sécurité, leur liberté et leur prospérité, oui, leur survie même, dépendent de la création, à notre époque, d'un état de droit mondial. »
En 1948, la menace d'une guerre nucléaire a été complétée par un environnementalisme apocalyptique. 2 livres révolutionnaires de Fairfield Osborn Jr. et William Vogt ont été publiés avec un message désastreux. L'expansion de la population mondiale entraînerait un désastre écologique si elle n'était pas freinée par des mesures de contrôle des naissances. Ces idées sont diffusées avec l'aide de la Fondation pour la conservation. Une organisation fondée par Osborn et Vogt, ainsi que par le petit-fils du magnat du pétrole, John D. Rockefeller, Lawrence Rockefeller. Tous font partie de l'élite économique américaine. Vogt est devenu le directeur national de la Fédération du planning familial en 1951, tandis qu'Osborn a longtemps été le président d'une société zoologique new-yorkaise, aujourd'hui connue sous le nom de Wildlife Conservation Society, dont Lawrence était le président. Ces idées ont également eu un impact au niveau international avec la création de l'Union internationale pour la conservation de la nature et par Julian Huxley, directeur général de l'UNESCO. Huxley et l'UICN étaient tous deux étroitement liés à la Fondation Rockefeller. Il s'agissait d'un environnementalisme ancré dans l'eugénisme. Il s'agissait d'améliorer la qualité génétique de la population humaine par le biais d'un élevage sélectif. La population devait être contrôlée et les inaptes devaient être éliminés. En 1952, John, le frère de Lawrence, et le président de l'Académie nationale des sciences Detlev Bronk ont organisé la conférence sur les problèmes de population à Williamsburg avec 30 partisans du contrôle de la population triés sur le volet. L'un d'entre eux était l'océanographe Roger Revelle de l'Institut océanographique Scripps. Il ne tardera pas à jouer un rôle important. La conférence a débouché sur la création d'un conseil de la population chargé d'élaborer un plan visant à maîtriser la population mondiale. John, Lawrence et Bronk ont ensuite participé au projet d'études spéciales du Fonds des frères Rockefeller. Et ce projet, qui s'est déroulé entre 1956 et 1960, a été initié par Nelson Rockefeller, avec Henry Kissinger comme directeur et le plus jeune frère, David Rockefeller, vice-président d'un sous-groupe de la Chase Manhattan Bank. L'objectif déclaré du projet de statut spécial était de façonner un nouvel ordre mondial dans toutes ses dimensions, spirituelles, économiques, politiques et sociales. Le défi consistait à développer une structure internationale au sein de laquelle les objectifs humains fondamentaux pourraient être réalisés, puis à travailler régulièrement pour y parvenir. Cela se ferait par le biais de la science, un domaine où la philanthropie de Rockefeller a eu un impact important. Comme l'a conclu le sous-groupe de David Rockefeller sur la politique économique étrangère, aucun domaine n'exige davantage de coopération internationale et ne permet de bénéficier plus généralement de ces avantages que celui de la science. Les États-Unis devraient donc chercher à développer une série d'accords visant à favoriser le progrès scientifique à l'échelle mondiale, telle que l'année géophysique internationale.
L'année géophysique internationale a lancé un processus qui aboutit aujourd'hui. Les problèmes scientifiques qui dépassent les frontières revêtent une importance particulière. Cela pourrait s'appliquer à des domaines tels que la santé mondiale, l'océanographie et la météorologie. Ils ont écrit « S'il devient possible d'interférer activement dans les grands processus de l'atmosphère, les résultats dépasseront probablement les frontières nationales. Les problèmes qui se poseront alors devront être traités sur une base internationale. » Comme l'a prophétisé en 1955 le mathématicien et chercheur affilié à la Fondation Rockefeller, Johann von Neumann, il est probable que l'intervention dans les questions atmosphériques et climatiques interviendra dans quelques décennies et se déroulera à une échelle difficile à imaginer aujourd'hui. Tout cela fusionnera les affaires de chaque nation avec celles de toutes les autres, plus profondément que la menace d'une guerre nucléaire ou de toute autre guerre n'ayant pu le faire jusqu'à présent. L'océanographe Roger Revel, financé par la Fondation Rockefeller et l'armée américaine, est devenu l'un des premiers défenseurs de la théorie du réchauffement climatique anthropique avec Gilbert Place de la société Ford Motor Company. Leurs articles novateurs ont été publiés dans la revue scientifique suédoise Tellus, respectivement en 1956 et 1957. La revue Tellus est une revue à comité de lecture publiée par l'Institut météorologique international de Stockholm. Elle a été créée par le météorologue suédois Carl Gustaf Rossby en 1948. Il a été l'élève de Svante Arrhenius, l'initiateur de la théorie du dioxyde de carbone, et a ensuite fait une carrière fulgurante à l'Institut océanographique de Woods Hole et à l'Université de Chicago au cours des années 30 et 40. Rossby, qui a commencé à mesurer le dioxyde de carbone au début des années 1950, a été le superviseur de Bert Bolin, mais il est décédé d'une crise cardiaque lors d'une conférence en 1957. Rossby et Bolin étaient tous deux étroitement liés au réseau scientifique Rockefeller. Stockholm allait devenir un centre de recherche sur le climat, avec le soutien du réseau Rockefeller et du gouvernement suédois. Bolin, qui allait devenir le premier président du GIEC en 1988, était l'éditeur d'un livre commémoratif en l'honneur de Carl Gustaf Rossby, publié par l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale en 1959. À l'époque, ce choix semblait étrange. Mais en 2004, le concept « Un monde, une santé », combinant la santé animale, humaine et environnementale, a été développé lors d'un symposium accueilli par l'Université Rockefeller, mais auparavant par l'Institut Rockefeller de recherche médicale et organisé par la Wildlife Conservation Society. Comme je l'ai déjà mentionné, ce symposium était dirigé par Fairfield Osborn Jr. et Lawrence Rockefeller de la Fondation pour la conservation. La Fondation pour la conservation a organisé la première conférence internationale sur l'influence du dioxyde de carbone sur le climat en 1963. Parmi les 7 participants, il n'y avait que 3 vrais climatologues, Charles Killing de Scripps, Erik Erikson de l'Institut international de météorologie de l'Université de Stockholm
et Gilbert Plasse de la société Ford Motor Company, et ils ont conclu qu'une augmentation de la température de 3,8 degrés Fahrenheit pourrait suffire à provoquer d'immenses inondations sur une petite partie de la surface terrestre de la planète en raison de la fonte accrue des glaciers, et ont recommandé la mise en place d'un organe de surveillance du CO2. En 1965, le président américain Lyndon Johnson a été le premier président à mettre en garde contre les effets du dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles. Roger Revel a été son conseiller scientifique. La question du climat a ensuite été abordée par le Club de Rome, un groupe malthusien de réflexion sur l'environnement, sous la direction de l'industriel italien Aurelio Pecci, mais qui avait été créé grâce à une subvention du patron du constructeur automobile Fiat, Gianni Agnelli, proche associé et ami de David Rockefeller. En 1971, le Club de Rome, où Carol Louis Wilson du MIT a ancré la question du climat en collaboration avec l'Académie royale suédoise des sciences. Au cours de la conférence, l'impact des masses sur le climat a été étudié sur le lieu de naissance de Svante, au château de Wickst, à l'extérieur d'Uppsala, en Suède. Wilson avait été membre d'un projet à statut spécial et était un ami proche de Nelson Rockefeller. Le rapport de la conférence a été distribué lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Stockholm. L'année suivante, une conférence a été organisée sous la direction du secrétaire général Maurice Strong, avec Wilson comme conseiller. Strong était membre du Club de Rome et administrateur de la Fondation Rockefeller. Strong s'est formé aux questions relatives au climat et aux frontières planétaires à l'Institut Aspen, dans le Colorado, auprès d'éminents scientifiques tels que Carol Louis Wilson. L'Institut Aspen, dirigé par le magnat du pétrole Robert O. Anderson, a été profondément impliqué dans les préparatifs de la conférence de Stockholm. Un an plus tard, le nouveau secrétaire d'État américain Henry Kissinger a été appelé à une meilleure recherche sur le climat dans son discours aux Nations Unies. Son appel a suscité beaucoup d'enthousiasme. Lors de la conférence mondiale sur le climat qui s'est tenue à Genève en 1979, le processus était lancé. Un appel a été lancé pour prévoir et prévenir d'éventuels changements climatiques d'origine humaine qui pourraient nuire au bien-être de l'humanité. C'est ainsi qu'a été lancé le programme mondial sur le climat. Mais c'est dans les années 1980 que les conférences sur le changement climatique provoqué par l'homme se sont multipliées sous l'égide de Bert Bolin, qui a joué un rôle de premier plan. La fondation des frères Rockefeller a pris le train en marche et a commencé à allouer des fonds à la politique de lutte contre le changement climatique. Cela faisait partie de leur programme « Un seul monde » et s'inscrivait dans la continuité du travail qu'ils avaient entamé avec un projet d'études spécial 25 ans plus tôt. L'un des bénéficiaires était l'Institut Beyer de Stockholm, fondé en 1977 par la fondation privée Beyer et l'Académie royale suédoise des sciences avec l'écologiste britannique Gordon Goodman comme directeur fondateur. Il recevra d'ailleurs les fonds les plus importants de la part des frères Rockefeller dans les années 80. Goodman et Bolin sont devenus des juifs puissants. La conférence de Villach, en 1985, fut une conférence décisive, dirigée par les deux hommes. Bolin avait préparé le document de base et Gordon Goodman était le chef du groupe de travail sur les émissions de CO2.
Leur recommandation était, petit a, d'encourager la formation d'un comité de coordination pour promouvoir et coordonner la recherche sur la question de l'effet de serre. Petit b, de mettre en place des mécanismes de planification d'urgence et, petit c, de commencer à explorer la possibilité d'une convention mondiale sur les gaz à effet de serre. Cette décision a eu d'énormes répercussions sur le développement futur. L'Institut Bayer et Gordon Goodman étaient alors responsables de 2 ateliers qui se sont tenus à Villach, au Bellagio Center, de la Fondation Rockefeller, à l'automne 1987. Ces ateliers étaient parrainés par la Fondation des Frères Rockefeller, la Fondation Rockefeller et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et avaient pour mission d'élaborer des politiques visant à répondre au changement climatique. Bert Bolin était membre du comité de pilotage. Et Goodman a également rédigé le chapitre sur l'énergie du rapport Brundtland, nommé « Notre programme commun », et a ajouté la partie sur le changement climatique anthropique à la demande et avec le financement de la Fondation des Frères Rockefeller. Tous ces travaux ont abouti à une décision de l'administration Reagan et du secrétaire d'État américain George Shultz, qui a envoyé à l'OMM un projet de proposition concernant un groupe d'experts intergouvernemental sur la science du climat. Et ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé en 1988 sous la présidence de Bert Bolin. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que le changement climatique était une préoccupation commune pour l'humanité. En janvier 1989, juste un mois plus tard, l'Institut de l'environnement de Stockholm a été fondé par le gouvernement suédois dans le but de faire le lien entre la science, la politique et la pratique. Brigitta Dahl, politicienne social-démocrate, et Bert Bolin en sont les cofondateurs avec Gordon Goodman assumant le rôle de directeur général. Des bureaux ont été ouverts à Stockholm, Boston et York. Il s'agissait d'un projet politique. Bolin était conseiller du gouvernement et avait été un ami proche de l'ancien Premier ministre suédois Olof Palme. L'Institut de l'environnement de Stockholm a lancé le projet Polestar en collaboration avec l'Institut américain Tellus en 1991. Je cite, « Nous viserons à développer des scénarios sur la manière dont une civilisation planétaire dotée d'une autorité mondiale pourrait être mise en place. » Ils ont analysé les voies possibles vers le nouvel ordre mondial que le RBF avait envisagé en 1956. Le projet a été financé par la Fondation Rockefeller et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Gordon Goodman dirigeait le projet avec Paul Raskin, directeur de l'Institut Tellus, mais Bolin faisait office d'examinateur. Ce projet est devenu par la suite l'Initiative pour la Grande Transition. Rappelons que Raskin était un membre du Club de Rome. La même année, le club a admis, dans, je cite, « la première révolution mondiale », que le réchauffement climatique était une menace utilisée pour unir le monde, mais que le véritable ennemi était l'humanité elle-même. Le réseau Rockefeller a désormais atteint son premier objectif. Le puissant groupe de réflexion de David Rockefeller, la commission trilatérale, a publié le rapport, je cite, « Au-delà de l'interdépendance » pour tracer la voie de l'avenir et présenter un plan d'action. Le rapport affirme que les pays ne peuvent pas limiter seuls le réchauffement climatique de la planète, ils doivent coopérer. L'étape suivante consistait à élaborer une convention mondiale efficace sur le climat. Cela faisait partie de l'ordre du jour du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Un sommet dirigé par Maurice Strong, homme de main de Rockefeller.
Lors de ce sommet, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été signée par 154 États et est entrée en vigueur en 1994. Elle a été suivie d'un nombre infini de sommets sur le climat. L'objectif ultime d'une convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. En 2003, Bert Bolin a demandé à l'agronome Johan Rockström de prendre la direction de l'Institut de l'environnement de Stockholm. Rockström avait été recommandé par son ancien collègue Carl Volcker de l'Institut Beyer. Il a accepté et a pris ses fonctions de directeur en 2004. Un nouveau chapitre s'ouvre avec Rockström en charge. La fondation des frères Rockefeller a fait du changement climatique une question primordiale et a proclamé: le réchauffement du climat n'est plus seulement ou principalement une question environnementale, c'est une question énergétique, une question commerciale, une question d'investisseurs, une question morale, une question de sécurité, une question agricole, une question côtière, une question religieuse, une question urbaine, bref, une question globale qui touche à toutes les facettes imaginables de l'existence humaine. Il s'agit d'une question d'intérêt universel qui transcende les partis, les affiliations religieuses, les clivages de classe et les distinctions démographiques. Et c'est dans cette optique que réside notre opportunité actuelle. Le débat fut clos. Lors du sommet du G8 à Gleneagles en 2005, le Premier ministre britannique, Tony Blair, a déclaré que le changement climatique était la menace la plus grave pour l'environnement et qu'il fallait agir. Avant la réunion, un document de synthèse avait été distribué aux participants avec un message urgent. Je cite: « Nous disposons d'une fenêtre étroite pour engager une planification et une mobilisation stratégique mondiale suivie d'un maximum de 50 ans pour réaliser la transition, réduire l'utilisation des ressources, mettre fin à l'accumulation inéquitable de capital, stabiliser et commencer la réduction à long terme de la population mondiale. » Affreux. Le conseiller du gouvernement britannique et analyste des cycles David Wasdell, formé à Tavistock lors de la réunion annuelle du Club de Rome à l'automne 2005, leur a conseillé de déclarer une urgence planétaire et de qualifier l'excès de CO2 d'écotoxine, de présenter une stratégie pour amener le monde à zéro CO2 et de développer des institutions pour gérer la transition. La gestion de la Terre s'impose alors. L'année suivante, la Fondation suédoise pour la recherche stratégique sur l'environnement, MISTRA, ainsi que l'Institut Beyer et l'Institut de l'environnement de Stockholm, ont lancé le Centre de résilience de Stockholm, dont la mission est de faire progresser la compréhension scientifique de l'interaction dynamique complexe entre les hommes et la nature au sein de la biosphère. Johan Rockström a été choisi comme directeur. 3 ans plus tard, en septembre 2009, Johan Rockström et une équipe de scientifiques présentent le cadre des limites planétaires dans la nature.
Ce cadre définit 9 limites pour les activités humaines qui déclencheront des points de basculement dangereux si elles sont dépassées. Le programme est présenté à l'Assemblée mondiale du Club de Rome en octobre 2009, en présence de sa protectrice, la reine Béatrix des Pays-Bas, une grande actionnaire de Royal Dutch Shell, et Mikhail Gorbatchev. Ils figurent également dans le livre de Johan Rockström et d'Ander Wijkman, alors président du Club de Rome, intitulé « Ruiner la nature, nier les limites de notre planète ». Le message commence à se répandre au sein de la communauté scientifique. Afin de sauvegarder la planète, 32 scientifiques exigent que les sociétés humaines changent de cap et s'éloignent des points de basculement critiques du système terrestre qui pourraient conduire à des changements rapides et irréversibles. Cela nécessite une réorientation et une restructuration fondamentale des institutions nationales et internationales en vue d'une gouvernance plus efficace du système terrestre et d'une meilleure gestion de la planète. L'article a été publié dans Science. Peu de temps après, la fondation Défis mondiaux, basée à Stockholm, est créée pour atteindre cet objectif. Fondée par le milliardaire et financier Laszlo Szonbasdfalvi, avec Johan Rockström au conseil d'administration, elle a pour mission de faciliter les changements nécessaires dans la gouvernance mondiale pour atténuer les risques catastrophiques mondiaux. Margot Wallström, politicien social-démocrate suédois, en devient le porte-parole. Il commence par publier un rapport sur les risques catastrophiques mondiaux qui menacent la civilisation humaine et encourage la création de réseaux de collaboration et d'initiatives visant à élaborer des solutions de gouvernance et à faire avancer le débat. À cette fin, ils ont également annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour quiconque parviendrait à créer des Nations Unies 2.0. Johan Rockström poursuit son travail de définition des objectifs du programme de recherche mondiale, je cite, « Terre future », qui a été mise en place après la conférence des Nations Unies sur le développement durable en 2012, afin de faire avancer la recherche pour soutenir les transformations vers la durabilité mondiale. Terre future deviendra une plaque tournante importante dans la nouvelle architecture de la gouvernance mondiale. En juin 2015, la Commission sur la sécurité mondiale, la justice et la gouvernance a publié son rapport sur la crise de la gouvernance mondiale. Dirigée par l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright et l'ancien diplomate nigérian Ibrahim Gambari, la Commission présente des recommandations sur la manière de mieux répondre aux menaces, aux défis et aux opportunités du XXIe siècle. Elle cherche à encourager un dialogue politique mondial élargi et un programme de réforme institutionnelle à l'horizon 2020. Quelques mois plus tard, l'agenda 2030 des Nations Unies, qui comprend 17 objectifs mondiaux pour le développement durable, est adopté par les États membres de l'ONU.
Il est suivi par la signature de l'accord de Paris lors de la 21e réunion de l'ONU sur le climat à Paris en décembre 2015. Cela signifie, je cite, qu'il est urgent de procéder à des changements institutionnels à l'échelle mondiale. En 2016, Johan Rockström et Nebojša Nakisenović, et directeur de l'IIASA, déclarent que nous devons maintenant trouver de nouvelles institutions, de nouveaux accords de gouvernance et, comme le dit Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande et ambassadrice de l'ONU, de nouveaux anges gardiens pour les biens communs mondiaux dans l'Anthropocène. Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en 2018, Rockström parle de la façon dont le nouveau prix de la Fondation Défis mondiaux peut réaliser cela. Le New Shape Prize est la toute première tentative d'inviter le monde entier à proposer les meilleures idées innovantes possibles sur la manière dont nous pouvons trouver un nouvel ordre mondial, une voie de gouvernance mondiale qui nous permettra de faire la transition vers un avenir désiré dans lequel nous éviterons des risques catastrophiques potentiellement mondiaux, allant du risque de guerre nucléaire, de pandémie, d'inégalité, jusqu'à l'effondrement du système climatique. En mai 2018, le forum New Shape se tient à Stockholm. 3 propositions sont sélectionnées. Parmi elles, gouvernance mondiale et émergence d'institutions mondiales pour le XXIe siècle, d'Arthur Dole, Maya Groff et Augusto López Claros. Ils sont tous adeptes de la Bahá'í Faith. Le thème central de cette religion est que l'humanité est une seule race et que le jour est venu de l'unifier dans une société mondiale. Leur proposition a été présentée au Forum de Paris sur la paix en novembre 2018, une rencontre annuelle nouvellement créée avec des dirigeants mondiaux qui se concentrent sur l'amélioration de la gouvernance mondiale. Le Forum de Paris pour la paix a été fondé par Emmanuel Macron et est dirigé par l'ancienne secrétaire générale de l'OCDE, Angela Gurría. Il bénéficie du soutien de l'UNESCO, de la Commission européenne, de la Banque mondiale, du FMI, de la Fondation Rockefeller, de la Carnegie Corporation, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'Open Society et d'entreprises telles que Microsoft, Amazon et TikTok. Les États vont se ranger et de grands changements se profilent à l'horizon. Johan Rockström a pris ses fonctions de co-directeur de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat en Allemagne à la fin de l'année 2018. Et en septembre 2019, le secrétaire général des Nations Unies appelle tous les secteurs à se mobiliser pour une décennie d'action. Elle est suivie d'un événement déclencheur qui avait été prophétisé par Paul Raskin, l'initiative de la grande transition. Et le 11 mars 2020, l'OMS déclare une urgence sanitaire mondiale. 3 mois plus tard, la grande réinitialisation est déclarée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Je cite, « La grande remise à zéro est une bonne façon de reconnaître que cette tragédie humaine doit être un signal d'alarme. Nous devons construire des économies et des sociétés plus égalitaires, plus inclusives et plus durables, qui soient plus résilientes face aux pandémies, aux changements climatiques et aux nombreux autres changements mondiaux auxquels nous sommes confrontés. » C'est la voix des marionnettes. En septembre 2020, une réponse à la grande réinitialisation est déclarée par les Nations Unies au Forum sur la gouvernance globale avec le slogan, je cite, « Concevoir une feuille de route pour l'avenir que nous voulons, l'ONU dont nous avons besoin ». Lors de ce forum,
20 projets portés à l'ordre du jour sont présentés, parmi lesquels nos fondements sur les défis mondiaux et la commission sur la gouvernance climatique, menée par Maya Groff avec les experts Arthur Dahl et Augusto López Claros. Leur mission est de développer de nouveaux modèles de solutions de gouvernance mondiale. Ils ont publié leur premier rapport provisoire régissant notre avenir climatique en 2021, avec des suggestions sur la façon de réformer le système de gouvernance mondiale. La commission, présidée par Mary Robinson, Maria Espinosa et Johan Rockström, comprend également des membres tels que la coprésidente du Club de Rome, Sandrine Dixon Declèves, et Hélène Johnson Sirleaf. Hélène est également coprésidente du Conseil consultatif du haut niveau sur le multilatéralisme effectif. Avec l'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven, elle a participé à un comité parrainé par le Global Challenge Foundation ainsi que par la communauté internationale de Baha'i. Ce conseil de haut niveau a été créé par Antonio Guterres avec pour mission de soutenir, je cite, notre agenda commun, le sommet du futur et de développer des propositions sur la façon dont les améliorations de la gouvernance pourraient être réalisées. L'une des propositions de notre programme commun est la mise en place d'une plateforme d'urgence pour gérer les chocs mondiaux complexes si une situation d'urgence est déclarée. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, la Commission sur la gouvernance climatique publie un document d'orientation intitulé « Gouverner notre urgence planétaire ». Parmi les partisans, on trouve la Fondation Rockefeller. Elle proclame que le monde est confronté à une urgence planétaire de plus en plus grave et qu'il est sur une voie dangereuse menant à un changement climatique catastrophique, ayant déjà dépassé 6 des 9 limites planétaires scientifiquement identifiées. Une approche systémique de la résolution de la crise climatique est nécessaire pour assurer une gouvernance fiable du climat et des contraintes planétaires pour l'ensemble de la Terre. Ils affirment que ce qui fait défaut, c'est un leadership renouvelé et courageux, du haut vers le bas, à tous les niveaux de gouvernement, associé à une pression et un engagement généralisé du bas vers le haut de la part des citoyens, afin de catalyser les transformations fondamentales. Pour mettre en œuvre ce plan, ils souhaitent que l'Assemblée générale des Nations unies déclare une urgence planétaire mondiale lors du sommet du futur de 2024. Ils souhaitent également mettre en place une plateforme internationale d'urgence planétaire et développer un plan d'urgence planétaire pour une action urgente et coordonnée. Un groupe international sur les frontières planétaires est proposé pour communiquer les résultats scientifiques et les questions politiques aux organes de gouvernance nationaux et internationaux concernés au grand public. Un sous-groupe sur les risques liés au système de la Terre est également proposé pour assurer un suivi permanent de l'état des fonctions vitales du système de la Terre. Il devrait éclairer la prise de décision gouvernementale de manière continue. Tout cela, bien sûr, dans l'intérêt de la sauvegarde de la planète. Le nouveau rapport sera publié lors de la COP 28 à Dubaï. Mais tout a déjà été préparé en amont.
L'ambitieux projet Global Common Alliance a été lancé en 2019. Le projet est coordonné par les conseillers philanthropiques Rockefeller, le Forum économique mondial, le Club de Rome, le Fonds pour l'environnement mondial des Nations unies, parmi ses 70 partenaires, et financé entre autres par le Global Challenge Foundation. Il s'agit d'un projet financé par les ultra-riches. Sa mission est de mobiliser les citoyens, les entreprises, les villes et les pays pour accélérer le changement des systèmes et devenir de meilleurs gardiens des biens communs mondiaux. Pour y parvenir, on a élaboré une formule en 5 parties pour la transformation des systèmes. 1. La Commission de la Terre détermine la science. 2. Le réseau d'objectifs scientifiques fixe les objectifs. 3. Le siège de la Terre communique les données scientifiques. 4. Le laboratoire de changement du système surveille et accélère les changements jugés nécessaires. Et 5. L'accélérateur des responsabilités responsabilise les entreprises, les villes et les pays. La Commission de la Terre, qui prétend être la première tentative holistique pour définir et quantifier scientifiquement un corridor sûr et juste pour les personnes et la planète, est coprésidée par Johan Rockström. Le concept s'appuie sur son cadre de référence des limites planétaires. Je cite, « Nous devons être dirigés et gérés de manière à ne pas dépasser nos limites. » Nous voyons là Johan avec une barre de direction et son discours TEDx s'intitulant « 10 ans pour transformer l'avenir de l'humanité » et qui fut présenté en octobre 2020. La Commission de la Terre est hébergée par Future Earth, dont les bureaux se trouvent à l'Académie royale des sciences de Suède, à Frescati, à Stockholm, où se trouve l'Institut Bay. Selon les termes du testament d'Alfred Nobel, l'Académie royale décerne les prix Nobel de physique et de chimie depuis 1901. Auguste Arrhenius a reçu le prix en 1903. La coordination du projet des conseillers en philanthropie de Rockefeller nous est communiquée par Valérie Rockefeller. Elle a déclaré dans une interview accordée au magazine Spears en 2022, je cite, « Je crois que nous avons besoin d'un changement systémique profond parce que le racisme, l'homophobie et le patriarcat sont tellement ancrés dans nos systèmes qu'il faut les réformer. Je ne dirais pas renverser, mais réformer, pour arriver à un capitalisme participatif. » Elle fait bien sûr référence là à la vision du monde de Klaus Schwab. Mais son point de vue a des origines plus familières. Valérie Rockefeller est la petite-fille du fondateur du Conseil à la population créé par John D. Rockefeller, troisième du nom. Elle a hérité du programme de contrôle de la population des frères Rockefeller, vieux de 75 ans. Un autre financier clé est le milliardaire Andrei Hoffman de la fondation MAVA. Actionnaire avisé de la société pharmaceutique Hoffmann-La Roche, membre du Club de Rome et administrateur du Forum économique mondial, il est également président honoraire du conseil d'administration de l'Union européenne, qui calcule nos empreintes individuelles et du Earth Overshoot Day.
Lorsqu'il a reçu le David Rockefeller Breaching Leadership Award en 2022, Peggy Dulany, la tante de Valérie, de Synergos, a raconté une anecdote qui illustre le point de vue des ultra-riches. Je cite, « La planète Terre part en vacances. La planète Terre en a assez. La planète Terre traverse le cosmos. Elle croise une autre planète. Et l'autre planète lui dit « Hé, comment ça va ?» Et la planète Terre répond « J'ai un sérieux problème avec l'Homo sapiens. » Je suis sûr qu'il ne se considère pas comme faisant partie de la maladie. Il est l'un des médecins qui délivre le remède. Antonio Guterres a proclamé en mars, je cite, « Nous n'avons jamais été aussi bien équipés pour relever le défi climatique, mais nous devons passer à la vitesse supérieure en matière d'action climatique dès maintenant. » Et comme si cela ne suffisait pas, le 25 octobre, le British Medical Journal a publié un éditorial demandant que la crise climatique soit traitée comme une urgence sanitaire mondiale. Plus de 200 revues médicales appellent les dirigeants politiques des Nations Unies et les professionnels de la santé à reconnaître que le changement climatique et la perte de biodiversité constituent une crise invisible et doivent être traités ensemble pour préserver la santé et éviter une catastrophe. Cette crise environnementale globale est désormais si grave qu'elle constitue une urgence sanitaire mondiale. L'OMS devrait déclarer la crise de l'invisible et de la nature comme une urgence sanitaire mondiale. Nous demandons donc à l'OMS de faire cette déclaration avant ou lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé en mai 2024. Tous pour un seul monde, une seule santé et un seul dirigeant. C'est une citation que les nouvelles caviardées ont mentionnée dans l'épisode du 17 novembre. Des documents révèlent que l'OMS a été prise en flagrant délit de mensonge au sujet du traité sur la pandémie. Je cite, « Toutes les révolutions collectivistes s'appuient sur le cheval de Troie de l'urgence. C'était la tactique de Lénine, Hitler et Mussolini. Dans le balayage collectiviste d'une douzaine de pays mineurs d'Europe, c'était le cri des hommes qui s'efforçaient de monter à cheval. Et l'urgence est devenue la justification des étapes suivantes. Cette technique de création de l'urgence est la plus grande réussite de la démagogie. Les gardiens de la planète viennent à notre secours. Où est-ce l'ange de la mort? Nous ferions mieux de nous méfier. Vous pouvez lire le contexte fascinant dans Rockefeller, les maîtres du jeu, publié en anglais, en français, en polonais et en suédois. La nouvelle édition internationale sera disponible début 2024. Mes derniers articles se trouvent sur mon blog. S'il vous plaît, soutenez mon travail en vous abonnant. Je vous remercie de votre attention. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.